Donc, en fait, actuellement, je vis en autonomie dans un appartement au centre-ville de Nantes, dans lequel je suis bien. Ça fait longtemps que j'y suis, je l'ai aménagé petit à petit pour pouvoir me débrouiller pleinement. Par contre, j'ai des difficultés liées à la période d'été. Il fait très très chaud dans cet appartement et je suis privé d'extérieur, pas de terrasse, pas de balcon, ce qui est une grosse frustration. Parce que j'ai été élevé à la campagne, parce que j'ai 54 ans et j'ai 54 ans et j'ai envie de temps en temps de prendre un peu de plaisir dehors quand il fait beau. Et donc j'ai cherché à déménager à cause de ça et je me heurte à plusieurs difficultés qui sont pas forcément des difficultés attendues. Celles qu'on attendrait, bah, c'est éventuellement les difficultés financières. J'ai pas ce problème. Euh, En revanche, euh, je me heurte au problème de la rareté des professionnels de santé selon les quartiers. Et en fait, pour parler clairement, j'ai peur, en changeant, en quittant la zone dans laquelle interviennent mes infirmiers, j'ai peur de me trouver dans une partie de la ville dans laquelle je n'aurai pas d'aide. Situation qui a déjà été la mienne, que je ne veux pas revivre parce que ça va aboutir à une sorte de maltraitance en fait. Et donc, il se trouve que ça fait 35 ans que je suis en fauteuil, c'est la première fois que ce type d'obstacle se pose. Avant, il y avait nécessairement, il n'y avait pas de déserts médicaux, en tout cas dans des villes comme Nantes. Actuellement, il y a des infirmiers un peu partout, mais ils sont débordés. Et avant de déménager, il faut sérieusement penser à si on va être aidé dans le lieu de la ville où on va se rendre, quoi. Voilà, c'est l'obstacle principal. Le reste, j'en ferai à peu près mon affaire, mais ça, c'est une crainte et ça me bloque. Pour ce qui est de l'accès au logement, si on veut comparer la première des villes où j'ai vécu, c'est-à-dire Bordeaux, comme adulte, hein, et Nantes, euh, je dirais que ça se ressemble. Ça, c'est deux villes de taille équivalente. Il y a une chose qui était franchement différente, c'est que j'ai vécu là-bas dans les années 80-90 et j'ai vécu à Nantes, donc à la fin des années 90-2000. Or, il y a quand même eu de grands progrès, faut pas le nier, dans la prise en charge du handicap sur cette période. Donc je me suis trouvé à Nantes à une époque où on prenait mieux en charge nos problèmes. À Bordeaux, il n'y avait pas eu la loi de février 2005, c'était un peu plus compliqué. J'avais un atout par contre, c'est que j'étais très entouré de professionnels, parce que j'étais dans une structure, un internat consacré aux personnes handicapées, qui aidait, avec une période de transition par des appartements témoins, à acquérir de l'autonomie. Donc ça, c'est particulier donc à cette structure. Hein, je ne peux pas dire que ce soit Bordeaux qui soit particulièrement accueillant. C'est Je pense que c'est surtout le progrès dans le temps, avec, avec cette loi de 2005 et puis ce qui s'est passé dans la société dans les 25-30 dernières années quand même. Je fais vraiment le constat que beaucoup de choses ont été faites et je m'en réjouis. Par contre, je fais un autre constat actuellement qui est que on progresse sur des sujets qui sont intéressants, l'accès aux loisirs, les thématiques de l'affectivité, des choses comme ça. Au moins, c'est sur la table. Par contre, on a un sérieux problème sur des choses que moi, j'aurais jamais cru remises en cause, qui sont l'aide à domicile. Hein, en ce moment, les auxiliaires de vie qui interviennent auprès de moi à Nantes, mais je sais que c'est la même chose pour des amis qui vivent à Rennes, à Bordeaux, à Toulouse, parce que j'ai des amis anciens rugbyman qui comme moi ont été accidentés. Tous ces gens comme moi, on a du mal avec les auxiliaires de vie et avec les services d'aide à la personne. Tout ça est en crise et c'est un sujet, je pense, qui n'est pas uniquement lié à l'épidémie, mais qui est plus structurel, plus profond. Donc ça, il faut s'en occuper, c'est un sujet. Et puis, comme j'ai dû l'évoquer tout à l'heure, il y a un problème, je dirais, dans le système de santé.
qui concerne au premier chef les personnes en situation de handicap, mais qui va concerner tout le monde. Bientôt, c'est un secteur qui se porte pas bien et il faut s'en occuper. Voilà. Il y a 35 ans, j'aurais pas pensé dire ça en 2022, mais il faut s'en occuper. Il y a le feu à la maison. Alors, la façon dont se font les rencontres pour, euh, pour ce qui me concerne, euh, ça a été très variable selon les périodes de ma vie. Euh, il y a eu un moment un peu magique à la charnière de l'époque où j'étais encore journaliste et où j'avais fait mes petits livres, où là je rencontrais beaucoup de monde et c'était très gratifiant, très enrichissant. Donc ça me donnait aussi l'occasion de rencontrer des femmes. Euh, Bon, après, toute femme que je rencontre n'est pas pour moi l'objet d'un flirt ou de... Voilà, je suis quand même quelqu'un de raisonnable. Mais ça a alterné aussi avec des périodes plus compliquées. Euh, Notamment, je pense à la période où je suis arrivé à Nantes, puisque je connaissais pas du tout la ville. Et il a fallu vraiment beaucoup de temps, en fait, pour que je trouve des solutions pour rencontrer du monde. J'ai essayé d'abord de m'intégrer au milieu associatif nantais, donc j'ai pris l'annuaire des associations. Enfin, et en fait, c'était très compliqué parce que la plupart des associations qui m'intéressaient étaient euh, donc situées dans des immeubles qui n'étaient pas accessibles. Et j'ai donc fini par me rabattre sur l'Association des paralysés de France, qui bon, était quand même, heureusement, dans un bâtiment accessible. Mais enfin, bon, il y a ce problème-là qui s'est posé. Et puis, il s'est passé qu'à Nantes, je pouvais inviter des gens chez moi. J'ai commencé à me faire un réseau amical comme ça. Mais les premiers amis que j'ai rencontrés, eux, ne pouvaient pas m'inviter chez eux, parce qu'ils habitaient tous, il y avait un problème donc avec le logement, hein. Ils habitaient tous dans des lieux qui n'étaient pas accessibles pour moi. Ce qui fait que ça a ralenti, en fait, ça a ralenti la constitution de mon réseau social, amical. Parce que, en fait, quand vous recevez les gens chez vous, vous rencontrez pas leurs amis, contrairement à quand vous allez chez eux. Quand vous allez chez eux, souvent, il y a d'autres personnes que vous ne connaissez pas qui sont là et avec lesquelles vous liez ou pas, mais vous avez au moins une chance de le faire. Euh, Moi, donc, j'ai un peu galéré. Les 2, 3 premières années à Nantes ont été pauvres en matière de rencontres. Euh, voilà, depuis, ça s'est bien arrangé quand même. Alors, en fait, il faut savoir que j'ai eu mon accident à 15 ans. Et donc, euh, le- ce qui s'est posé à moi dans la période qui a immédiatement suivi l'accident, ça a été déjà de comprendre que j'allais rester handicapé, que j'allais vivre toute ma vie en fauteuil. J'ai pas compris ça très vite. J'espérais guérir, en quelque sorte. En plus, à l'époque, les diagnostics étaient moins précis. Et il y avait une petite chance que, je guérisse. Ça n'a pas été le cas. Euh, et donc, il a fallu que je le comprenne, que je fasse mon deuil d'un certain nombre de choses. Euh, la vie affective, ça n'a pas été la première chose à laquelle j'ai pensé. Euh, Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est quand même une question cruciale, et notamment parce que sur le plan physiologique, en fait, assez rapidement, quand on a une tétraplégie ou une paraplégie, assez rapidement, la qualité, par exemple, du sperme se dégrade. Et si on veut avoir des enfants plus tard, il faut être conscient de ça et puis il faut faire le nécessaire auprès de ce qu'on appelle les sécos ou d'autres structures de ce type-là, où on vous aide en quelque sorte à mettre des gamètes, enfin à mettre des spermatozoïdes de côté, en quelque sorte, pour plus tard, dans des conditions comme médicalement, comment dire, saines, qui permettent de conserver en cryogénisation, des choses comme ça. Ça m'a pas été bien expliqué à l'époque. Je sais que le sujet a été évoqué, hein, j'ai le souvenir précis d'un moment où on m'en a parlé, mais pas de manière assez précise. Et puis,
sans considérer que j'étais un adolescent et que les adolescents se croient. Enfin, on voit pas la vieillesse, la mort, tout ça, c'est pas des réalités pour les adolescents. On se croit fort, on se croit éternel, même avec un accident comme le mien. Donc j'ai pas réalisé, j'ai pas compris, j'ai pas fait. Euh, c'est pas quelque chose que je regrette énormément, mais je pense que j'aurais pas été. J'ai pas un désir de parentalité frustré, c'est pas grave. Mais ça aurait pu se poser. J'aurais pu avoir une compagne qui, elle, euh, avait cette exigence, cette attente. Et là, bah, ça aurait été embêtant parce que c'était fichu en quelque sorte. Euh, voilà. Ça, c'est sur le plan, je dirais, purement physiologique. Pour ce qui est de la vie affective, de la vie sexuelle, je dirais plus gratuite, sans penser à la parentalité. En fait, j'ai pas réfléchi tellement à la question dans les premières années après mon handicap parce que, euh, ben, en fait, ça se passait pas si mal que ça, naturellement, sans y réfléchir. J'ai eu la chance, sans doute, de rencontrer des filles ouvertes d'esprit qui voyaient pas tellement le fauteuil, mais qui voyaient plus le bonhomme qui était dedans. Et j'ai donc, moi, eu toujours une vie de flirt qui marchait bien. Et puis de temps en temps, ça allait un peu plus loin. Euh, je peux pas dire que le handicap m'a empêché de rencontrer les filles. J'ai eu des complexes pour aller plus loin, notamment quand j'ai rencontré des filles plus jeunes que moi, euh, en me disant que bah, j'étais pas forcément un cadeau finalement pour elles. Mais le problème venait pas d'elles, le problème venait de moi. Le regard que je peux porter sur moi, c'est pas un regard très simple. Je me déteste pas, je m'aime pas vraiment non plus. Euh, à vrai dire, la seule chose que je me reconnaisse clairement comme qualité, comme réussite dans la vie, c'est d'avoir été autonome. Malgré un handicap quand même très lourd, je sais que depuis mon accident, j'avais 15 ans hein, quand j'ai eu mon accident, depuis mon accident, j'ai très peu pesé matériellement sur ma famille. J'ai pesé symboliquement parce qu'ils ont été très malheureux de cette histoire et qu'ils se sont investis pour m'aider. Mais j'ai vécu et je continue de vivre dans mon appartement en autonomie. Ça, c'est une réussite. Je mets ça à mon crédit sans ambiguïté. Les livres, je suis content de les avoir faits. Je sais que les livres d'humour, c'est pas du grand art non plus. Je sais que ça vieillira. Mais bon, chaque fois que quelqu'un m'en dit du bien, ça me fait très chaud au cœur et je me dis, bah, c'est quand même peut-être pas si mal. Euh, voilà, c'est. Alors, moi, j'avais jugé important de parler de la vie affective et de la sexualité dans mes bandes dessinées pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un sujet qui me fait rire. Euh, c'est pas forcément la plus noble des raisons, mais quand on veut faire des albums humoristiques, ça compte quand même. Et puis parce que quand j'ai commencé à avoir le projet de faire ces livres, c'est-à-dire dans les années 90, c'est il y a longtemps, les livres ont été publiés plus tard, hein, dans les années 2000, mais ben, c'était un sujet qui était quand même très peu traité, la sexualité ou la vie affective des personnes en situation de handicap. Et il me semblait qu'il y avait quelque chose à creuser, quelque chose à exposer au grand public, parce que j'avais constaté, moi, que les gens considéraient que parce qu'on est touché par un handicap, en fait, on est rangé des voitures sur ce sujet, si j'ose dire, et qu'en fait, on rentrait dans une catégorie un peu comme les vieux, ou comme une catégorie un peu angélique, où le sexe ne compte plus, la séduction pas tellement non plus, et on est devenu des sages qui vivent d'eau fraîche mais pas d'amour. Et en fait, c'est pas le cas du tout. En fait, que ce soit d'ailleurs les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, on est dans la situation universelle de tous les humains. On a besoin d'affection,
on a besoin comment dire, de présence. Et puis la sexualité aussi est une réalité. C'est pas forcément comment dire, la première, mais elle est là. Éliminer complètement la sexualité sans passer complètement, on sait les dégâts que ça fait. On l'a vu avec les problèmes dans l'Église. Et nous, bah, même si c'est d'accès difficile, euh, on peut pas ne pas y penser, ni on peut pas non plus s'empêcher d'essayer d'avoir une sexualité forcément un peu particulière, mais si possible existante quand même. Voilà. Mais alors, dans ma vie affective, j'ai eu différentes expériences. Euh, Jamais très 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 longues. En général, c'est mes, 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 enfin, mes expériences ont duré de 2, 3 ans. Voilà, après, ça s'est arrêté. Euh, j'ai eu des compagnes plus jeunes que moi qui étaient très libres, qui euh, avaient un regard sain sur moi. C'est-à-dire, le fauteuil, passé les premiers temps, était oublié. Euh, on était ensemble parce que on avait des choses à se dire, parce qu'on se plaisait, parce qu'on s'amusait. Voilà. Et il n'y avait, il y avait pas donc un syndrome du Labrador ou du Pyrénéen. Je ne sais pas lequel des deux chiens euh, a tendance à vouloir sauver tout ce qui passe. Euh, mais j'ai également une expérience avec une femme qui est plus soucieuse de me protéger, qui euh, est aux petits soins, qui peut être aux petits soins avec moi. Et ben, en fait, ça me gêne pas du tout. Je me sens pas, je vis pas ça comme, ça me rabaisse pas. C'est simplement la vérité, c'est que oui, bah, je suis fragile, j'ai des besoins, et puis elle aussi, et on s'aide, on se soutient. C'est pas du tout insultant. Euh, ce serait, ce serait casse-pied si on me proposait systématiquement des aides là où j'en ai pas besoin. Mais en fait, non, quand il y a quelqu'un qui est observateur et qui voit réellement ce qui se passe, qui propose un petit coup de main, ça fait pas de mal, hein, franchement. Pour moi, la sexualité, c'est un sujet compliqué parce qu'on peut pas l'éliminer. Euh, et donc, même si on voulait, comment dire, s'en passer, ou si on voulait, enfin, même si on étiquetait ça comme un truc secondaire, un peu sale, ou je sais pas, on ferait fausse route. Il faut considérer ça. Il faut trouver une solution pour ça. Euh, la solution que moi j'adopte, c'est plutôt d'essayer de séduire des gens et puis voilà, de faire quelque chose qui s'incarne dans un truc de couple, dans une histoire d'amour. Mais c'est pas toujours possible. Il y a des gens qui qui n'ont pas les outils pour ça et qui ont quand même des besoins. Donc l'assistance l'assistance sexuelle, ben, peut-être que c'est un bon outil dans ce cadre-là. Euh, ce qui, ce que moi j'ai du mal à considérer, c'est que la sexualité ce soit un droit. Pour moi, c'est un besoin, c'est un truc qui est là, qui se pose, qui est là. Mais un droit, on a le droit de se toucher soi-même. Euh, les autres, enfin, je vois pas où est le droit de toucher quelqu'un d'autre s'il veut pas qu'on le touche. Vous voyez, enfin, donc il y a un sujet pour moi entre, ça rentre pas dans le domaine du j'y ai droit. Je souffre parce que je l'ai pas, donc faut que j'en parle, faut qu'on trouve une solution. Oui, ça je comprends. Euh, sans doute sans doute qu'il faut trouver, selon moi, hein, une manière d'amener des gens qui seraient volontaires à rencontrer d'autres gens qui ont des besoins. C'est plus compliqué pour moi d'introduire comment dire, la rémunération. Je ne sais pas trop comment ça doit se faire. Mais je n'évacue pas le truc. Je dis pas qu'il faut pas. Juste, je trouve ça un peu complexe, un peu casse-gueule. Mais faut se poser la question. Voilà, parce que c'est un vrai besoin.
Euh, sur l'accompagnement sexuel, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir, j'ai eu l'occasion d'en parler. J'avais un moment un lien avec Monsieur Nuss. Il voulait que je fasse des dessins pour illustrer donc certaines plaquettes de son association. Donc forcément, j'ai un peu réfléchi à la question. Mais c'est marrant, j'ai pas du tout envisagé ça spontanément pour moi. Euh, je sais pas. Moi, je reste sans doute la vieille école où je me dis, bah, si s'il doit se passer quelque chose avec quelqu'un à, à qui j'ai des trucs à dire par ailleurs, j'ai, je suis pas très sûr de moi sur le sujet. En fait, c'est peut-être très bien en fait. Juste, c'est pas un réflexe, c'est pas. Ouais, spontanément, j'hésite quoi. La question de la parentalité, euh, je l'ai plutôt évacuée moi rapidement. Le, le fait d'être papa, ça m'obsède pas du tout. Ça m'a jamais obsédé. Euh, je me souviens m'être dit un jour que je voyais un gamin particulièrement euh, beau et euh, avec un vrai charme se précipiter dans les bras de son père, je me souviens m'être dit, ça doit quand même être une sensation très chouette d'être dans ce moment-là le papa d'un petit bout de chou comme ça. Je me suis dit ça, mais ça m'a pas fait souffrir. Euh, et je crois que moi, une des façons que j'ai eues de- d'accepter mon handicap et de le vivre et d'avancer, ça a été d'oublier un certain nombre de choses en fait. De ne pas nourrir les regrets, de ne pas nourrir les frustrations. Il y a, il y a- il y a des choses que j'aimais faire avant mon accident, j'aimais voyager, je voyage plus, mais j'y pense pas. Je pense faut avoir faut brider une partie de son imaginaire, une partie de ses envies pour vivre bien quand on a un gros handicap, quoi. Et j'arrive assez bien à le faire, ça. Ce qui fait que ben, être papa, ce serait compliqué, ce serait même impossible, eu égard à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais je pourrais adopter, enfin, mais ça me frustre pas. J'ai évacué le truc, je me concentre sur d'autres choses qui, elles, sont possibles, et je mets le paquet là-dessus. Le reste, je m'évite la souffrance. Voilà.